C'est parti. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire consacré à la mise en application du dispositif éco-énergie tertiaire. Du coup, Bordeaux Métropole organise en partenariat avec l'Institut français pour la performance du bâtiment cet événement à destination du public tertiaire, qu'il soit public, privé, propriétaire, bailleur ou locataire. Nous avons souhaité lancer ce webinaire pour mettre en place des ateliers pratiques, des ateliers pour la mise en application du dispositif. Alors, ce dispositif comprend bien évidemment le décret tertiaire. Vous nous entendez? Moi, j'entends rien par contre. Vous ne nous entendez pas? Alors, Madame Guichet, je ne sais pas si vous nous entendez, mais nous, on vous entend pas, on vous entend. On vous entend, oui. Nous. Ouais, malheureusement, il y a peut-être un petit souci de connexion. Il y a peut-être un petit souci technique. Du coup, je vais poursuivre avec le dispositif éco-énergie tertiaire. Il comprend bien le décret tertiaire, donc qui a été publié en octobre 2019, plus les autres règles, à savoir les arrêtés valeur absolue, le premier qui a été publié, plus les suivants qui vont être publiés. On aura un point d'actualité tout à l'heure. Et également l'outil de suivi et d'échange qui est piloté par l'ADEME. Donc aujourd'hui, on va souvent utiliser le terme dispositif éco-énergie tertiaire. Donc on parle bien de l'obligation qui régit les bâtiments tertiaires, à savoir réduire la consommation énergétique de ces bâtiments et lutter contre le réchauffement climatique. Donc nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui autour de ce webinaire. Soyez très attentifs parce que dans cette réunion, nous allons vous demander de participer à la construction de ces ateliers et puis voilà, du coup, ce sera une réunion assez interactive et c'est important que vous soyez à l'écoute. Donc, je vais vous présenter, moi, le programme du webinaire, sauf si on entend Madame Bichet, que vous êtes connectée. On n'a personne, Christophe? Alors en fait, Madame Bichet est connectée, mais le micro est coupé, donc il y a peut-être quelques soucis de son. Donc moi, éventuellement, ce que je peux te proposer, c'est que là, je suis sur le slide introduction par tes soins, et on peut commencer comme ça, et si Madame Bichet arrive à se joindre, on reviendra au tout début, c'est comme tu le souhaites. D'accord. Alors, je vais me présenter. Du coup, je disais tout à l'heure que je suis Assia Bol, je suis chargée de mission rénovation énergétique pour le tertiaire et l'habitat social à Bordeaux Métropole. Donc, je suis votre interlocuteur privilégié sur ces sujets. On peut passer au programme, si tu veux, Christophe. Oui, c'est bon, on est au programme. Donc, le programme du webinaire va s'articuler en deux parties. Je vous propose en première partie de faire un rappel sur les outils qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui. Donc, les outils qui sont la charte tertiaire et les ateliers du club tertiaire. Nous avons un partenariat sur ce sujet avec l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment, parce que l'IFPEB fait partie de l'un de nos signataires de la charte tertiaire. Et puis, nous souhaitons nous appuyer aussi sur l'expertise de terrain de l'IFPEB sur le sujet de la rénovation énergétique. En suivant, nous ferons un point d'actualité sur le dispositif éco-énergie tertiaire et nous verrons également les enjeux principaux de cette législation. Et à la fin de cette première partie, nous vous proposons des témoignages de maîtres d'ouvrage, publics et privés, à savoir comment ils se sont appropriés le dispositif. Donc, nous aurons l'intervention de l'Université de Bordeaux et de Orange. Au début de la première partie, j'ai oublié d'introduire qu'on aura également l'intervention de Monsieur Marc Leroux du ministère sur la partie actualité du dispositif. En deuxième partie, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, donc sur le sujet qui nous amène aujourd'hui, à savoir la présentation des thématiques d'ateliers que nous souhaitons vous proposer pour travailler sur la mise en application du décret tertiaire. Et puis, effectivement, je vous demande d'être très attentif puisque il y a une partie intéressante, c'est-à-dire qu'on va échanger avec vous, on va créer un atelier participatif sur lequel on va vous proposer du coup les thèmes
de base, et ensuite vous pourrez également proposer des thèmes d'ateliers pour avancer collectivement sur cette construction et ces ateliers de mise en application du dispositif. Et enfin, nous conclurons la réunion qui va durer 1h30 avec les sujets dont on aura discuté. Est-ce que Madame Bichet nous entend? Oui, ça y est. Ah, Bonjour. super. Ouais, je suis désolée, c'était laborieux. Non, on est très heureux de vous avoir avec nous. C'est les aléas du direct. C'est ça, heureux. je suis vraiment désolée pour toutes les personnes en ligne. Ok, du coup, si j'ai bien compris, vous avez commencé à présenter le programme. Alors, du j'ai webinaire, présenté c'est le ça? programme de la réunion, oui. D'accord, ok. Donc, je reviens faire l'introduction, c'est bien ça? S'il vous plaît. Ok. Ok, bon, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc effectivement, Bordeaux Métropole, en partenariat avec l'IFPEB, lance une démarche pionnière en France pour la mise en application du dispositif éco-énergie tertiaire en organisant des ateliers clubs tertiaires tout au long de l'année 2021. L'objectif consiste à accompagner les acteurs du bâtiment tertiaire dans leur objectif de réaliser des économies d'énergie. Les participants pourront ainsi bénéficier d'un accompagnement adapté et personnalisé suivant 3 grandes étapes. La première consistant à comprendre le cadre réglementaire d'éco-énergie tertiaire. Deuxième, à bâtir une feuille de route et l'enclencher. Et enfin, troisièmement, capitaliser sur les premiers succès. C'est ainsi 6 demi-journées d'ateliers qui vont être proposées jusqu'à fin 2021 pour co-construire une stratégie avec les pouvoirs publics. Quelques éléments de contexte qui expliquent, je pense, la nécessité de mener ce genre de démarche. Le bâtiment contribue globalement à 47% de la consommation d'énergie finale de la métropole et plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un poste très important sur lequel nous devons d'agir. Le secteur tertiaire, si on zoome un peu plus, est clairement au centre d'une dynamique volontariste portée par la métropole, qui a vraiment l'objectif de devenir une des premières métropoles à énergie positive d'ici 2050. Donc, concernant le secteur tertiaire, c'est le 3e poste de consommation d'énergie de notre territoire métropolitain, après l'habitat et les transports. Et le parc de bâtiments tertiaires, c'est 16 millions de mètres carrés, la 4e place financière et tertiaire de France, 100 000 créations nettes d'emplois envisagées à l'horizon 2030 et 81% du salariat privé. C'est pourquoi la métropole se positionne comme animatrice des parcours de rénovation pédagogique accélérés et ambitieux en termes de performance de ces entreprises, car vous l'aurez compris au vu de ces chiffres, il est un enjeu pour nous de maîtriser au maximum cette ambition que nous avons en termes de réduction de consommation d'énergie et de limiter les gaz à effet de serre. La charte tertiaire, que pour certains d'entre vous ont déjà signée, est une dynamique qui mobilise et fédère nos entreprises vers un engagement réciproque de performance énergétique. Cette charte doit être le levier de l'intensification du mouvement pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires. C'est l'un des outils d'animation de cette charte sont les ateliers clubs tertiaires qui consistent à créer des espaces d'information et d'échange de bonnes pratiques. 2021 est une nouvelle étape dans la dynamique initiée. Cette transition écologique doit se faire avec tout le monde et y compris avec les entreprises. Donc, je remercie chaleureusement les services et l'organisation de ce webinaire. Et je m'excuse parce que je vais devoir vous quitter. J'ai malheureusement un emploi du temps très chargé aujourd'hui, mais en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir accompagner cette dynamique et cette démarche. Merci beaucoup, Claudine Bichet, pour cette introduction et le rappel de notre démarche et de la politique de Bordeaux Métropole. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Du coup, on peut passer à la suite. Christophe, s'il te plaît, sur la première partie. On peut enchaîner de suite. D'accord. Donc,
Claudine Bichet, vous rappelez les ambitions de notre charte tertiaire. Alors la charte tertiaire, on l'a définie comme un moteur de progrès. En fait, elle a été lancée par Bordeaux Métropole pour promouvoir un engagement d'efficacité énergétique. Donc ça vous a été rappelé. Cette charte tertiaire est ouverte à tous les acteurs du public et du privé qui sont désireux de s'engager dans cette démarche. Vous vous engagez sur une réduction de vos consommations énergétiques et puis cette charte tertiaire, elle permet de créer également des espaces d'échange pour travailler sur des sujets bien particuliers. Aujourd'hui, on s'appuie sur l'un des outils de cette charte qui s'appelle les ateliers du club tertiaire qui nous permettent de travailler sur la mise en application du dispositif. On peut passer à la carte des signataires. Oui. Cette charte aujourd'hui comprend 18 signataires qui se sont engagés. Donc on a un partenaire, nos partenaires qui sont l'IFPEB, le plan bâtiment durable et la CCI Bordeaux-Gironde. Mais on a aussi des signataires qui se sont engagés à réduire leur consommation énergétique et à lutter contre le changement climatique, qui sont la ville d'Artic près de Bordeaux ou encore Enedis ou la Poste IMO. Bientôt, nous allons accueillir 2 nouveaux signataires et nous passerons le seuil des 2 millions de mètres carrés engagés. Tout à l'heure, Claudine Bichet vous rappelait qu'on était à 16 millions de mètres carrés de tertiaire sur le territoire. Donc, vous êtes les bienvenus sur cette charte. Ensuite, aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer des ateliers collaboratifs. L'objectif, c'est de lancer ces ateliers officiellement, dont l'objectif va être de réussir ensemble à s'approprier le dispositif éco-énergie tertiaire. Nous voulons vous proposer un parcours initiatique en 3 étapes. Alors, nous vous rappellerons le détail précis de ces 3 étapes par la suite. Alors, ce parcours se veut pédagogique et adapté au niveau de maturité de l'acteur. C'est-à-dire qu'un acteur qui se serait approprié le dispositif, en tout cas les règles du jeu de manière assez avancée, pour apprendre le parcours en cours de route, ou un acteur qui n'a aucune notion justement de cette réglementation et qui souhaite vraiment s'approprier les bases de la réglementation pour apprendre le parcours dès le début. Donc nous souhaitons tout de suite, dès le mois suivant, lancer déjà le premier atelier sur la connaissance de cette réglementation qui se veut ambitieuse et que nous souhaitons rendre facile d'accès, en tout cas que vous puissiez vous l'approprier dans votre gestion de patrimoine. Avec comme but in fine, à la finalité de ce parcours, c'est de que vous puissiez vous définir un plan d'action en cohérence avec votre activité et l'usage de votre bâtiment tertiaire. L'idée aussi de ces ateliers, c'est d'initier une démarche qui va venir nourrir les réflexions au niveau national. Alors, je m'explique parce que la charte tertiaire a été faite à l'image de la charte nationale du plan bâtiment durable. Et puis là, avec ce travail, nous souhaitons en retour venir enrichir cette charte nationale, puisque nous pensons que l'effort collectif au niveau local va apporter vraiment des éléments intéressants. Et puis, ces travaux vont venir aussi alimenter les discussions avec le législateur. C'est-à-dire qu'à travers ce travail, nous ferons ressortir les points importants, les difficultés et aussi les marges de progrès dans les futures écritures de cette législation. Non, c'est éteint. Vous m'entendez? Oui. Toujours? Attends, j'ai mon ordi qui s'est éteint. Donc, tu peux passer à la diapositive suivante. Et du coup, s'il te plaît. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on était en partenariat avec l'IFPEB. Donc, Christophe, je vais te donner la parole pour la suite, pour présenter les outils de l'IFPEB et l'accompagnement que vous nous proposez. Très bien. Bah, écoutez, je viens exceptionnellement allumer ma caméra. Je ne sais pas si vous m'apercevez, mais c'est pour vous faire coucou à tous. Merci à SIAT. Donc, moi, je suis Christophe Rodriguez. Je suis directeur adjoint à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment. Un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Bordeaux Métropole pour cette initiative pionnière, inédite. On va vous en parler, un véritable parcours de progrès
qu'on est en train de construire et qu'on va co-construire tous ensemble jusqu'à la fin de l'année, à minima, pour vraiment engager un dispositif, beaucoup l'appellent le décret tertiaire, mais on va tout doucement apprendre à l'appeler le dispositif éco-énergie tertiaire, parce qu'on va le voir, il y a une véritable boîte à outils réglementaire qui a été imaginée pour engager lourdement le tertiaire sur la voie de la sobriété et de la performance énergétique. Alors, quelques mots sur ces ateliers, c'est l'objectif d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas forcément de rentrer d'ores et déjà dans le dispositif, même si on va s'en toucher quelques mots, mais surtout pour mettre en lumière qu'est-ce qui nous a conduit à imaginer un tel parcours et les ateliers qu'on vous proposera prochainement. Alors, tout à l'heure, Claudine, alors, je présente en 2 mots l'Institut pour la performance du bâtiment. Donc, l'IFPEB est une association. On travaille avec l'ensemble des acteurs de la construction et l'immobilier. On est vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et notre objectif, c'est d'accompagner l'accélération de la transition environnementale dans la construction et l'immobilier. On anime un certain nombre de démarches, souvent collectives, souvent de l'innovation qui s'appuie sur l'expérimentation, dans des démarches vraiment on teste sur le terrain et puis ensuite on regarde la performance qu'on a réussi à ancrer. Et en l'occurrence, on a un panel de travaux assez large. On est membre du plan bâtiment durable et nous sommes signataires de la charte tertiaire et de la charte tertiaire Bordeaux Métropole. Et puis on anime un certain nombre de travaux dont des concours d'économie d'énergie, on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi, qu'on anime depuis plusieurs années, où les gens, dans une démarche un peu de gamification, s'amusent, bailleurs, locataires, enfin toutes les parties prenantes du tertiaire, à essayer de faire des économies d'énergie tous ensemble. Et on aura l'occasion de s'en redire quelques mots dans quelques instants. Alors on revient sur les ateliers tertiaires à venir. Alors, concernant les enjeux, Claudine Bichet a donné un certain nombre de chiffres clés que je ne vais pas rappeler, mais effectivement, le bâtiment représente beaucoup de consommation d'énergie. Et puis, si on fait un focus sur les gaz à effet de serre, c'est 1/4 des gaz à effet de serre aujourd'hui au niveau national. Donc, on est en train d'engager une démarche de sobriété énergétique très importante sur un secteur qui est très, très fortement émetteur de gaz à effet de serre. Le secteur tertiaire représente au national plus de 970 millions de mètres carrés, donc c'est quand même pas rien. Donc, on va adresser vraiment un volume de consommation non négligeable. Le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est quelque chose d'inédit, d'innovant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va vraiment adresser quasiment tout le parc tertiaire, en tout cas une grande proportion, puisqu'en l'occurrence, on va être sur des bâtiments existants supérieurs à 1000 m². Alors, il y a quelques exclusions, hein, les constructions provisoires, des lieux de culte, des activités à usage opérationnel à des fins de défense, sécurité civile ou sûreté intérieure. Donc, il y a des exclusions. Mais globalement, tout le monde est susceptible d'être concerné, hein. D'ailleurs, le tertiaire, ça englobe énormément de bâtiments. Donc, on va avoir des bureaux, des commerces, enseignements, c'est très, très varié. Et puis, dans ces bâtiments, on va avoir des propriétaires, des locataires. Donc, voilà, tous les bâtiments sont susceptibles d'être concernés. Et puis, toutes les parties prenantes. Ça, c'est un premier point qui sort un peu des sentiers battus et qui mérite d'être mis en lumière. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir des objectifs qui vont être ambitieux et puis qui vont jusqu'à 2050. Donc, on va avoir la possibilité de s'inscrire dans la durée et de finalement construire une feuille de route avec vraiment de la visibilité sur la temporalité, puisqu'on a un objectif de 40% d'économie en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Et vous l'avez peut-être à l'esprit, on va avoir une alternative où on va pouvoir aller chercher une consommation d'énergie seuil, une valeur absolue. C'est une approche pragmatique, hein, puisqu'on peut faire l'un ou l'autre, on n'a pas besoin de choisir. Il faut qu'il y en ait un des deux qui soit respecté. Donc, soit on va chercher une valeur absolue, soit on va chercher un pourcentage, une économie relative. On n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre. En tout cas, il faut s'inscrire dans l'une des deux trajectoires. Et puis, on a un petit schéma juste après qui l'explique. Vous pouvez avoir, par exemple, des bâtiments ou des gens qui sont assujettis, hein, c'est le terme consacré, qui ont, par exemple, peut-être des bâtiments avec un niveau de performance pas très élevé, avec des niveaux de consommation très importants. Et peut-être qu'ils vont choisir sur le cas numéro 1, que vous voyez tout en haut du graphique, de plutôt essayer d'aller chercher 40% d'économie d'énergie en 2030. Et vous pouvez aussi avoir d'autres cas de figure ou d'autres assujettis qui, eux, vont plutôt se dire, non, moi, j'ai un niveau de performance très élevé ou peut-être que je n'ai pas de référence ou j'ai peut-être changé d'usage ou je suis peut-être dans un cas de figure où moi, je vais plutôt aller chercher une valeur absolue qui est le seuil en 2030. Voilà. Les deux sont possibles. Et donc, vous le voyez, c'est un dispositif un peu flexible, un peu souple, mais en même temps qui peut amener un peu une complexité de compréhension. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de construire ce parcours qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, le troisième point intéressant à avoir à l'esprit, c'est qu'on va avoir une plateforme. Donc ça, c'est assez unique. Pour la première fois, on va faire remonter de la donnée de partout en France, sur la plupart, quasiment l'intégralité du parc tertiaire. Cette fameuse plateforme Opérate, que certains d'entre vous connaissent très bien et d'autres découvrent encore petit à petit, qui est une plateforme dans laquelle on va pouvoir faire remonter des niveaux de consommation et puis aussi de la donnée qui vont remonter par les propriétaires, par les occupants locataires. Et en fait, tous les assujettis vont renseigner la plateforme chaque année
et on va avoir une attestation annuelle avec un dispositif de notation. Mais je ne vous en dis pas plus, car l'objectif d'aujourd'hui, ce n'est pas que vous deveniez super expert de tous ces sujets, mais c'était plutôt qu'on se donne une vision d'ensemble des enjeux liés à la mise en place du dispositif et de l'accompagnement qu'on souhaite vous proposer aujourd'hui en partenariat avec Bordeaux Métropole. Donc en fait, en synthèse, le dispositif éco-énergie tertiaire, je l'ai dit à plusieurs reprises, on peut dire qu'il est inédit et ambitieux pour 4 raisons. La première, c'est que quasiment tout le tertiaire est concerné. La deuxième, c'est qu'on va travailler sur l'ensemble des consommations d'énergie des bâtiments. Et donc, toutes les parties prenantes sont concernées. Donc, on va avoir un travail d'équipe. On ne va pas avoir une personne qui va réussir le dispositif pour tout le monde. Il va falloir qu'on travaille en équipe. Donc, ça pose des questions organisationnelles. Le troisième, c'est qu'on a des objectifs en 2040, 2030, 2040, 2050, donc ça va loin dans le temps. Et puis le quatrième, c'est qu'on va devoir faire remonter des informations chaque année, donc il va falloir trouver ces informations, il va falloir s'organiser pour les récupérer, les trier, s'assurer de leur qualité, et les faire remonter sur la plateforme opérante. Donc on se retrouve avec ces complexités-là, où on s'est dit finalement, en échangeant avec les équipes de Bordeaux Métropole, si on fait un webinaire ou 2 webinaires, on va se finir avec des centaines de questions-réponses, et puis on aura du mal finalement à vraiment accompagner du progrès, de la compréhension, de la pédagogie. Et c'est comme ça qu'on a eu pas à pas l'idée de plutôt imaginer quelque chose de concret avec des ateliers, avec un vrai parcours. Et puis on va vous présenter ça dans quelques instants. Alors, je vous ai donné quelques grands contours du dispositif éco-énergie tertiaire, mais du coup, j'en profite pour saluer Marc Leroux de la DHUP qui est avec nous aujourd'hui, qui est l'un des artisans de ce dispositif éco-énergie tertiaire et qui a très gentiment accepté de venir nous saluer et puis aussi vous faire un point d'actualité en fait sur le sujet du dispositif éco-énergie tertiaire. Marc, je te donne la parole. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je viens juste faire un petit point effectivement sur le calendrier réglementaire. Juste faire un petit rappel, effectivement, comme l'a dit Assiyat en fait tout à l'heure, c'était pas un décret qui est paru en octobre, mais qui est entré en vigueur en octobre, puisque le décret du 23 juillet. Ensuite, il y a eu 2 arrêtés. Un premier arrêté dit méthode qui est paru début mai et qui datait du 10 avril 2020. Et puis un premier arrêté modificatif qui a concerné, donc qui a complété le dispositif méthode avec pas mal d'annexes et notamment des valeurs absolues pour quelques catégories d'activités qui représentent plus de 50% en fait des surfaces concernées. À savoir les bureaux, dans lesquels il manque encore quelques sous-catégories, notamment le coworking et d'autres, et les salles de haute intensité, et puis l'enseignement primaire, qu'on va revoir un petit peu en termes d'indicateurs d'intensité d'usage, je vous le dis tout de suite, et puis l'enseignement secondaire aussi en termes de segmentation, et finalement, il y avait aussi la logistique de froid uniquement, qui était intégrée dans cet arrêté modificatif, donc qui date du 24 novembre 2020 et qui est paru par contre très tardivement le 17 janvier de cette année. Donc actuellement, on a des groupes de travail qui continuent à travailler pour définir ces valeurs absolues sur beaucoup, comme vous l'a expliqué Frédéric Rodriguez tout à l'heure, Christophe, pardon, sur beaucoup d'activités. Juste un rappel, effectivement, alors 2021, j'arrête pas de le dire depuis le début de l'année, c'est une année d'apprentissage du dispositif éco-énergie tertiaire, bon, qui a eu un petit peu de mal à démarrer parce que le Covid est passé par là et ça n'a pas facilité les choses. Aujourd'hui, effectivement, alors ce qui est important, c'est que d'ici la fin avril, il y aura un arrêté valeur absolue 2 qui va aborder l'ensemble des catégories d'activités, au moins au niveau de la définition de la segmentation. On n'aura peut-être pas des valeurs absolues pour toutes les activités, mais on va faire en sorte que ça le soit. Et il y en aura un troisième qui interviendra avant l'été, en tout cas, pour intégrer les départements d'outre-mer. En termes d'accompagnement, il y aura un guide d'accompagnement avant l'été, enfin une première version qui vous sera proposée. Il y a également quelques books au format 45 minutes qu'on va tester auprès de nos collègues des services déconcentrés de l'État en région, les DREAL et les DDT, ainsi que quelques acteurs, dont l'IFPEP bien sûr en premier lieu, et vous-même, d'ailleurs la Bordeaux Métropole, pour faire des tests avant de savoir s'ils sont complets et avant de passer à l'enregistrement et de pouvoir les mettre en ligne rapidement. Et donc, c'est des modules qui aborderont tous les
QG, format 45 minutes pour pouvoir éventuellement se consacrer très peu de temps et intégrer pas mal de choses, toute la connaissance sur ce dispositif qui peut paraître assez lourd, effectivement, quand vous regardez l'arrêté, mais l'arrêté, c'est simplement, il se veut simplement être transparent sur tout ce qui sera fait sur Opera et vous verrez à l'usage. Normalement, ça devrait être quelque chose de très simple. Il faut juste rentrer dans le dispositif et après, tout devrait rouler. Alors, sur les échéances prochaines, donc il y en a une effectivement qui pose un peu problème à beaucoup d'acteurs, notamment avec le retard qui a pu être pris sur la mise en place d'Opera. C'est la date du 30 septembre 2021 pour la saisie des consommations de l'année 2020. On va pas. Alors, pourquoi on est resté là-dessus? C'est tout simplement parce que c'est une des seules échéances qui figure dans le décret et que on ne peut pas la modifier, on ne peut pas déroger à quelque chose qui figure dans un décret. Et donc, pour l'instant, effectivement, ça reste inscrit comme ça. Néanmoins, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est une date sur laquelle, en fait, les services de l'État vont suivi de et que si vous remontez vos consommations quelques mois plus tard, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est une année d'apprentissage et qu'il n'y aura pas de notation éco-énergie tertiaire sur cette consommation 2020. Et voilà, et ça sera juste un test, voilà. Et par contre, voilà, il y a un report qui a été fait pour la consommation de référence, puisque, je vous le rappelle, la consommation de référence ne peut pas être antérieure à 2010, mais un certain nombre de primo-assujettis ont démarré leurs activités tertiaires tout récemment, en tout cas quelques mois avant. Et ces assujettis, effectivement, en termes de consommation de référence, en application de l'article 3 de l'arrêté, la première année pleine d'exploitation. Or, 2020, pour nombre d'acteurs du tertiaire, n'a pas été une année sur laquelle on peut s'appuyer en termes de référence, puisque certains nombres d'entre eux ont été obligés d'arrêter leur activité avec donc la crise sanitaire Covid. Et c'est pour ça qu'on l'a reporté au 30 septembre 2022. Donc aujourd'hui, ce que je m'efforce de faire, c'est d'assouplir les choses sur l'échéance du 30 septembre 2021. Probablement qu'on va s'orienter justement sur un décret modificatif pour renvoyer les échéances justement dans un arrêté, ce qui permettra à la fois de décaler un petit peu pour la consommation 2020. Et si par hasard on avait à nouveau des événements non prévus, eh bien on pourra prendre des mesures adaptées, comme ça l'a été fait dans cet arrêté modificatif du mois de novembre 2020, où il y a, je vous le rappelle, si ça vous intéresse, de regarder un article 16 qui met en place effectivement des mesures particulières lorsqu'on a des événements non prévus qui viennent impacter ce dispositif. Voilà, je n'en dis pas plus, je redonne la parole à Siyat et puis je vous souhaite un bon travail avec l'IFPEB et puis Bordeaux Métropole. Merci beaucoup Marc pour ce point d'actualité et bravo au passage pour tout ce travail de construction réglementaire et là notre objectif aujourd'hui c'est bien d'enclencher tout ça. Donc ce point d'actualité était tout à fait essentiel. Moi ce que j'ai bien retenu c'est 2021 était une année d'apprentissage du dispositif et ça tombe bien car comme l'a dit Asiat en préambule, on a imaginé un programme de travail sur l'année 2021. Donc ça tombe très bien. Très bien. Alors, et entre-temps, j'ai réussi à me connecter. Est-ce que vous me voyez? Je pense que vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Donc, merci à Marc Leroux pour ce point d'actualité. On a parlé également des modules et puis on a eu des éléments sur les échéances déclaratives de la plateforme Opérat. Donc, dans cette première partie, je pense que Christophe, tu peux continuer sur les clés de la réussite. Tout à fait. Alors, on commence à… Donc là, on a eu l'occasion de, entre guillemets, partager les contours des enjeux de prise en main et d'enclenchement du dispositif éco-énergie tertiaire. Et puis maintenant, on vous propose d'avoir un premier moment d'échange, encore une fois, pour se lancer maintenant dans les clés de la réussite du dispositif.
Alors, Marc l'a dit, le dispositif brut de fonderie, quand on prend le temps de consulter les décrets, arrêtés, annexes diverses, ça peut faire un peu peur. On vous a mis ici un certain nombre d'extraits et effectivement, on peut se dire, oh là là, c'est assez complexe. Bon, je vous rassure, hein, lorsqu'on a fait les premières réglementations thermiques, ça faisait un peu mal à la tête et puis maintenant, on arrive à faire tous les calculs et tout va bien. Donc je ne me fais pas trop de soucis sur notre capacité à le prendre en main, mais l'enjeu, ça va être la temporalité et puis dans quelle échelle de temps et de quelle façon on va apprendre tout ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on y a passé du temps et en fait, tout ça, ça semble complexe, mais ça se comprend assez vite. Et par exemple, les tableaux que vous voyez à gauche, en fait, en quelques minutes, vous arrivez à mettre ça sous Excel et puis ça permet d'avoir des valeurs. Donc voilà, c'est assez simple de prendre en main tout ça, mais ça nécessite du temps, de l'échange, du partage et de l'appropriation. Tout ça pour dire que la première brique essentielle, et c'est comme ça qu'on a construit le parcours qu'on va vous proposer, c'est un peu un point zéro qui est est-ce que j'ai bien compris le dispositif, et ça nécessite de l'échange, du dialogue, et pas juste des questions-réponses, mais aussi des échanges sur des cas concrets. Donc ça, on y reviendra assez souvent avec Asiat. On a vraiment à cœur de prendre des vrais cas concrets, vos cas concrets, et on vous proposera d'ailleurs de nous les faire remonter pour que ce ne soit pas des ateliers où chacun raconte, entre guillemets, une histoire, mais plutôt que chacun raconte son histoire et puis qu'on essaye de lever ensemble d'éventuelles incompréhensions pour que ce soit extrêmement concret et pragmatique. Mais ça n'est que la première brique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris le dispositif, certains d'entre vous ont déjà un très bon niveau de compréhension et puis d'autres peut-être un peu moins. Malheureusement, ça n'est que le début de l'aventure, c'est-à-dire qu'après, il faut réussir à faire ces fameuses économies d'énergie. Et donc, on a vraiment eu à cœur aussi de se projeter ensemble sur comment peut-on réussir le fameux palier 2030. Parce que palier 2030, si on veut le réussir, il faut attaquer tout de suite, il faut attaquer dès maintenant. Donc, en fait, il y a un volet à part entière qui est la compréhension du dispositif, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi une deuxième brique essentielle qui est la compréhension de comment je vais y arriver. Et là, on a un certain nombre d'outils qui existent déjà et il y a un certain nombre de connaissances que la plupart d'entre vous ont déjà à l'esprit. On vous a remis ici, par exemple, un tableau qui est très souvent utilisé. On retrouve des actions de performance énergétique où on sait de plus en plus, certains d'entre vous le connaissent par cœur et puis d'autres l'ont vu passer, que il y a certaines actions, on va être sur des comportements, sur des usages. Et puis finalement, en lisant un peu ces compteurs, on va réussir à faire quelques économies d'énergie. Elles sont modestes, mais elles ont des temps de retour très courts. Et puis au fur et à mesure, on va upgrader, on va faire des actions sur les systèmes, on va même travailler sur l'enveloppe du bâtiment, et puis là, on peut arriver sur des temps de retour moins sympathiques, mais avec des économies d'énergie très intéressantes. Donc ce graphique, il a permis de nous construire une grammaire, il a permis de nous construire ces dernières années une compréhension des enjeux d'efficacité énergétique. Mais là où il a une limite, c'est qu'on entend pas mal de gens nous dire finalement, si je veux réussir le dispositif éco-énergie tertiaire, en fait, c'est assez simple. Il y a un ratio en euros du mètre carré pour faire tous ces travaux, et puis je le multiplie par le nombre de mètres carrés, et puis ça me fait un investissement. Voilà. Si je dépense tant, je vais réussir le dispositif. Et on arrive sur des montants parfois qui font peur. On arrive sur des montants qui font peur. Donc, en fait, la question qu'on a eu envie de se poser, et c'est ce qu'on va vous proposer d'aborder dans les ateliers qui seront présentés en fin de webinaire, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon que cette approche, entre guillemets, un peu macro, même si, encore une fois, j'insiste, ce schéma-là, il est vraiment super et il nous a tellement aidé ces dernières années à nous construire une compréhension des enjeux d'efficacité énergétique. Alors, premier élément de réponse, je vous l'ai dit en préambule, à l'ISPEB, on anime depuis plusieurs années un concours d'économie d'énergie. Les gens ont 1 an pour faire le maximum d'économie d'énergie, et donc c'est un jeu. Voilà, donc il y a un volet gamification. Et puis on s'est aperçu au bout de plusieurs années que ça marchait assez bien, parce que sous l'impulsion du ludique, les gens ont plein de bonnes idées, et même des bâtiments qui sont très très performants, avec des certifications, etc., arrivent à aller chercher des économies d'énergie, ce qui est tout à fait bluffant. On a aujourd'hui une moyenne de 12% d'économie d'énergie, et ce qui est assez dingue, c'est qu'on a des gens qui réussissent 2030, le palier 2030 du dispositif éco-énergie tertiaire, certaines personnes le réussissent en 1 an. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est comment font-ils? Comment se fait-il qu'il y a 5 minutes, on a tous vu collectivement qu'il y avait différents briques, différents bouquets de travaux et qu'on pouvait arriver à des niveaux d'investissement et temps de retour très très élevés pour faire 40% d'économie d'énergie. Et puis là, d'un seul coup, on se dit, non, en fait, il y a des gens, ils y arrivent en 1 an. Alors voilà, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait résoudre ensemble cette équation. Et tout de suite, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va avoir certains témoignages de gens qui ont commencé à regarder le sujet du dispositif, qui ont mené certaines actions, qui se posent certaines questions et puis qui ont accepté très sympathiquement de venir échanger avec nous. Voilà. Donc j'arrête là et je donne tout de suite la parole à Camille Alquier qui est avec nous de l'Université de Bordeaux et qui va venir nous partager un premier témoignage aujourd'hui. Nous en aurons 2. Camille, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Camille. Oui, bonjour à tous. Bonjour Camille, c'est à vous, je vous laisse la parole. Et je passe les slides.
Bonjour, merci beaucoup tout d'abord de nous avoir proposé de faire cette intervention. Donc pour ma part, je suis responsable performance et environnementale à l'Université de Bordeaux. Et donc on a été contacté par Bordeaux Métropole en partenariat avec l'IFEM pour faire un témoignage sur cette appropriation du décret tertiaire, mais surtout notre vision de mais quelle est un petit peu l'histoire, enfin l'évolution de la vision sur les consommations d'énergie à l'Université de Bordeaux. Et donc, on a voulu axer, donc j'ai également Monsieur Thierry Descates, directeur de l'immobilier, qui est parmi nous aujourd'hui. Et on a plutôt voulu présenter quelque chose de, on va dire, de concret pour présenter l'évolution de la réflexion sur comment on peut connaître nos consommations d'énergie d'une part, et puis comment on peut réussir à atteindre les fameux objectifs du décret tertiaire, mais sans rentrer trop dans le vif du sujet. Alors, je veux bien qu'on passe sur d'autres slides, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, les petits carrés, c'est des petites flèches. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'était l'objectif de cette slide, c'était d'expliquer un petit peu quelle était la vision du suivi énergétique à l'Université de Bordeaux. On va dire qu'il y a eu un petit peu deux époques. Il y a eu avant 2015 où les sujets de comptage de l'énergie, de mesure de la performance énergétique étaient un petit peu moins sur le devant de la scène. Et donc, une fois de temps en temps, de façon un petit peu plus ponctuelle qu'actuellement, on se demandait quelles étaient les évolutions des consommations. Et donc, on se rendait compte quand il y avait des études spécifiques avec un budget qui était débloqué pour faire la rénovation d'un bâtiment ou avec une étude un peu sur un bâtiment sur des suivis de factures, que globalement, il y avait à peu près une augmentation des consommations, donc en volume, pas en euros, des mégawattheures de 1,5% par an, et c'était dû à la dégradation du parc, donc la vie naturelle du bâtiment. Et donc, c'est pareil, à cette époque-là, il n'y avait pas forcément de budget dédié pour avoir une meilleure connaissance de ces consommations, ni une meilleure maîtrise des consommations d'énergie. Mais il y avait, une fois de temps en temps, la possibilité de faire des audits énergétiques ponctuels qui permettaient de mettre en avant on va dire, les failles qu'il pouvait y avoir dans le bâti ou dans les équipements, ou bien via éventuellement le comportement des usagers qui aurait pu être plus optimal. Et donc, suite à ces réflexions-là, et puis l'évolution aussi des politiques et des j'ai envie de dire, des idées de chacun, il y a un constat qui a été fait qui était de se dire qu'il serait intéressant d'établir une stratégie énergétique pluriannuelle. Et donc, c'est à ce moment-là que cette stratégie a été mise en œuvre suite à un audit qui a été fait avec plusieurs universités, pas uniquement l'Université de Bordeaux. L'objectif, c'était d'avoir une stratégie pour toutes les universités qui ont été partenaires, pour avoir des objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça a été un petit peu le document de référence pour l'Université de Bordeaux et les établissements partenaires. Et donc, c'est en 2016 qu'on a eu un petit peu les grandes lignes qui sont sorties de ce schéma directeur énergie-eau, qui a eu lieu en plusieurs phases. Il y a eu un audit, un diagnostic où il fallait communiquer beaucoup de données de consommation, l'état du parc, le vieillissement de l'immobilier, etc., les équipements, et puis essayer de récupérer tant bien que mal les factures d'énergie, les factures d'eau pour essayer d'avoir un constat de départ. Et finalement, je veux bien que vous passiez à l'autre slide, s'il vous plaît. Cette stratégie pluriannuelle, elle a été basée sur deux grands éléments. Et en fait, le premier indispensable, c'est un petit peu bête à dire, mais c'est de savoir compter ses consommations d'énergie. Puisqu'on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, en fait, à l'Université de Bordeaux, il y avait des factures, il n'y avait pas forcément une gestion centralisée du sujet énergie. Et ce n'était pas forcément facile de savoir est-ce qu'on a consommé plus ou moins que l'année dernière, quelle quantité de gaz on a consommé, quelle quantité d'électricité on a consommé. Donc, le premier sujet qui est sorti, donc ce plan d'action qui a été, on va dire, livré en même temps que les objectifs de baisse de gaz à effet de serre, ça a été de dire il faut que vous instrumentiez votre part. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Vous installiez plus de compteurs pour pouvoir compter les d'énergie et notamment les comparer d'une énergie à l'autre, d'un bâtiment à l'autre et d'une année à l'autre. Et dans un second temps, une fois qu'on sait compter ses consommations, faire des actions de performance énergétique de différentes natures
pour pouvoir atteindre les performances qui étaient demandées dans ce nouveau schéma directeur énergie eau. Je veux bien que vous passiez à la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, du coup, le sujet, c'est de se dire, nous, à quel point, dans quelle mesure, on sait compter nos consommations d'énergie. Parce que comme vous le montriez tout à l'heure, en fait, le fait d'avoir accès à ces consommations et de les surveiller, ça permet déjà de réaliser des économies d'énergie puisqu'on va regarder un petit peu ce qui se passe, se poser des questions. Lorsqu'on voit une augmentation de consommation d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre, on va essayer de savoir pourquoi et forcément, ça va générer des actions correctives. Donc, la première étape, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai comme niveau d'information? Est-ce que j'ai accès à mes factures? Qui est-ce qui gère ces factures? Est-ce que je peux récupérer ces factures? Est-ce qu'on peut les centraliser avec des outils qui permettent de faire des comparaisons d'une année à l'autre facilement? Est-ce qu'on peut faire des exports Excel? Est-ce qu'on peut avoir un niveau de comptage plus précis? Par exemple, un compteur par fluide par bâtiment. Pour l'Université de Bordeaux, c'était un des objectifs qui a été fixé lors du schéma directeur énergie eau, c'était d'essayer d'avoir un compteur par fluide par bâtiment pour pouvoir commencer à avoir une meilleure connaissance du comportement de ces fameux bâtiments. Après, on peut se poser la question de savoir si on peut avoir un niveau de comptage plus précis. Est-ce qu'on peut avoir une fréquence de mesure plus régulière, plus intéressante que l'annuel, le trimestriel, mensuel? Dans le cas de l'Université de Bordeaux, on a fait le choix d'investir pour avoir un système de supervision énergétique sur lesquels il y a des compteurs de facturation, mais aussi des sous-compteurs de gaz ou de chaleur ou d'électricité sur lesquels on a parfois une remontée journalière, voire des points 10 minutes. Et donc, c'est via ce pas de temps plus précis qu'on peut aussi aller affiner le suivi énergétique et notamment essayer de mesurer les conséquences d'une action qui aurait été faite. Par exemple, on se pose la question de savoir si, pour quelles raisons la consommation d'électricité de tel bâtiment a augmenté ce mois-ci. Ça va forcément générer des échanges avec l'exploitation. Et le fait d'avoir des sous-compteurs, par exemple sur des gros équipements, avec des points 10 minutes, vont permettre d'identifier très clairement l'origine de la dérive. Bien qu'on aille sur la slide suivante, s'il vous plaît. Donc c'est pareil, cette slide-là, le but c'était de dire qu'en effet, comme vous l'a dit Christophe tout à l'heure, le but quand on nous demande ou quand on nous impose ou quand on souhaite faire de la performance énergétique, notamment des économies d'énergie en volume consommé, il ne faut pas commencer à se dire qu'il va falloir forcément investir des grandes sommes d'argent et faire un ratio en euros par mètre carré pour atteindre les objectifs. Il y a des premiers niveaux qui sont atteignables, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce qu'en ayant connaissance de ces consommations, en pouvant les mesurer. Et ensuite, en faisant un travail de communication, d'échange avec des experts, des personnes qui sont du métier, les entreprises d'exploitation notamment, et les usagers qui sont les personnes qui utilisent les locaux, en les sensibilisant, en leur apprenant les éco-gestes. Et ça, ce sont des économies, on peut dire, alors pas gratuites, parce qu'il faut forcément avoir des personnes qui prennent du temps pour faire cette conduite du changement et donner des objectifs aux exploitants, mais qui n'ont en tout cas un investissement qui est moins fort que lorsqu'on fait des travaux de rénovation du bâti. Et donc, je veux bien que vous alliez sur la slide suivante, s'il vous plaît, où le but, c'était de vous présenter la façon dont on a appréhendé ce sujet-là à l'Université de Bordeaux en essayant d'avoir un cercle vertueux et surtout des partenariats en interne avec les usagers, nos collègues qui sont à l'exploitation à l'Université de Bordeaux, mais aussi les entreprises d'exploitation, et aussi les personnes qui s'occupent de la gestion comptable du bâtiment et au niveau des finances. Le but a été de se dire, on aimerait bien à l'Université de Bordeaux essayer de contenir notre facture énergétique annuelle. Si on se projette un petit peu vers les évolutions de prix des coûts unitaires de l'énergie, en consommant le même volume, a priori, on serait allé vers la possibilité de doubler la facture énergétique d'ici 2030. L'objectif, c'était de se dire, on va essayer d'avoir un cercle vertueux en se disant que si on a un volume d'énergie consommée qui baisse de 3% par an pendant les 10 prochaines années,
on va pouvoir réussir à contenir cette facture énergétique. Et pour réussir à faire ça, c'est donc le fruit du travail d'un partenariat avec les usagers qu'il faut sensibiliser. Donc, il y a une conduite de changement à opérer. La fonction immobilière, donc les collègues qui sont à la direction des finances, qui doivent valider ce modèle économique-là. Le but était aussi d'avoir, suite aux économies qui sont générées sur la facture de fluide, de pouvoir prélever un montant qui permettrait de faire des petits travaux de rénovation d'équipements pour atteindre ces économies d'énergie. Donc, on réinjecte une partie des économies générées pour pouvoir être performant. Et donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux qui nécessite d'impliquer tous les acteurs de la chaîne énergétique de l'Université de Bordeaux. Voici pour cette slide. Et évidemment, on ne peut pas ne pas passer quand même par, on va dire, les travaux plus lourds et la partie rénovation du bâtiment et renouvellement des équipements énergivores. Et donc, ce sont les étapes qui nécessitent un investissement financier plus important et qui permettent aussi d'atteindre les niveaux d'économie qui sont demandés au niveau du décret tertiaire notamment. Mais tout dépend du comportement énergétique du bâtiment, de l'âge des équipements qui sont installés. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier et ce qui est important, encore une fois, on en revient en fait à la mesure de la consommation et la qualité des plans de comptage, c'est d'être en capacité de mesurer la consommation avant et après travaux. Et donc, parfois, c'est un petit peu compliqué parce que ça va nécessiter d'avoir des sous-comptages un petit peu plus précis. Donc, le plan de comptage, c'est vraiment l'origine de tout ce travail avant de pouvoir aller un peu plus loin dans les actions de performance énergétique. Je ne sais pas si Thierry, tu veux ajouter peut-être un petit mot si tu m'entends ou si... Oui. Pour ma part, j'ai terminé. Après, le temps passe, donc Thierry, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu as 1 minute. Alors, j'ai 1 minute juste pour vous dire merci déjà de me permettre de partager cette expérience qu'on partage avec le groupe déjà depuis un certain temps. Moi, ce que je voudrais juste mettre en avant de tout ce qui a été dit sur la présentation et qui fait le lien avec ce qui a été dit en amont, c'est peut-être se dire que donc c'est la slide où on dit finalement, il ne faut pas prendre en compte que l'euro au mètre carré ou le coût, avoir une analyse globale de coût, parce que le retour d'expérience fait que déjà au moment du Grenelle de l'environnement, quand il y a eu des démarches autour de la rénovation énergétique, toutes ces réflexions-là, on a mené tout un tas d'audits, ce n'est pas à l'université, mais les acteurs publics en ont mené. Le travail qui a été fait, ça a été finalement d'additionner des besoins de travaux, donc ça a donné des montants mirobolants. Dire, et finalement, beaucoup ont commencé à dire le Grenelle, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on a évolué. On voit bien que sur cette logique-là, quand on dit que les 40%, ils sont atteignables, ils sont atteignables. Le concours cube montre qu'ils sont atteignables, finalement, quasiment sans travaux lourds. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tous les bâtiments, mais en tout cas, une grande partie des bâtiments, c'est le cas. Et d'ailleurs, dans le cadre de Cube, on le démontre. Donc, on peut aisément atteindre ou avoisiner les objectifs du décret en travaillant fortement sur le lien entre l'exploitation et l'usage. Et pour le coup, là, des retours d'expérience, on en a plein. Donc, c'était juste pour démystifier. Effectivement, le troisième levier sur le bâti qui concerne le renouvellement du bâti, il doit être engagé. Mais de là, aller au-delà des 1 ou 2% par an de renouvellement du parc, ça forcément, ça va demander beaucoup d'argent s'il faut investir plus. Donc, il y a le plan de relance là, en l'occurrence. Mais donc je parle déjà du premier seuil des 30%, et le suivant, évidemment, il va falloir faire évoluer nos bâtis et nos équipements, mais dans un premier temps, le coût de cette cible-là, il n'est pas très élevé. Très bien, merci Thierry. Alors, je suis désolée, je te coupe un peu, notre programme est assez serré. Donc, merci pour votre intervention et votre regard. Ce qu'on retiendra, c'est l'importance de la mesure, avec déjà l'accès aux factures et ensuite adapter un suivi plus ou moins fin en fonction de l'usage de son bâtiment et de ce qu'on veut suivre précisément. Et puis, l'important d'activer tous les leviers d'action d'économie d'énergie avec d'abord des leviers à faible temps de retour d'investissement qui sont plus centrés sur l'usage.
travailler sur l'exploitation de son bâtiment et ensuite le bâti qu'il faut venir rénover. Donc maintenant, je vais donner la parole à Véronique Couder de Orange, qui va nous présenter aussi son point de vue. Bonjour. Bonjour, Véronique Couder, je travaille au sein d'Orange, à la direction immobilière groupe. Je suis en charge pour la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine au sein du pôle technique des questions de chauffage, ventilation, climatisation et développement durable. Donc merci de m'avoir sollicité sur ce sujet-là, sur lequel on réfléchit depuis l'année dernière, le sujet du décret tertiaire. Et au fur et à mesure de l'avancée de la réflexion, on a eu de questions de plus en plus précises. Alors ça, c'est le slide suivant, enfin le slide sur les questions. Tout d'abord, notre parc et la caractérisation de notre parc. Aujourd'hui, Orange, ça représente quand même potentiellement entre 570 et 770 sites au niveau national qui pourraient être concernés par le décret tertiaire. À peu près 3,5 millions de mètres carrés pour la France. Et sur la région là, qui m'occupe, la partie Grand Sud-Ouest, on hésite entre 70 et 90 sites pour près de 400 000 mètres carrés. Bon, en fait, on a essentiellement des immeubles de bureaux, donc là, la question ne se pose pas. On voit très bien nos immeubles tertiaires. Mais on a aussi des bâtiments qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des bureaux et des équipements du réseau qui sont à l'intérieur. Donc là, on s'est posé la question, puis on a résolu la question. Et puis, on a des magasins, et puis on a des boutiques, et puis on a des data centers. Donc là, aujourd'hui, on se pose encore quelques questions sur l'assujettissement de nos data centers et de certaines boutiques, notamment celles qui sont en centre commercial. Est-ce qu'elles sont assujetties, sur quelle surface, et tout l'échange qu'on doit avoir avec les propriétaires, du coup, pour connaître leur position au regard du décret tertiaire. Et c'est la deuxième question qu'on se pose par rapport à ce dispositif. C'est, on est assez fréquemment propriétaire des bâtiments techniques ou des bâtiments mixtes, mais on est plus largement locataire sur nos bâtiments tertiaires. Et donc, on se pose la question de savoir comment on va travailler avec les propriétaires. On a quand même un parc qui est relativement éparpillé. On a quelques grosses foncières comme Covivio et Généfine qui représentent un certain mètre carré de nos parcs. Mais après, on a aussi près de 180 propriétaires qui n'ont qu'un seul site, Orange. Voilà, pour lesquels on a un propriétaire, un site, et ça en représente 185 au niveau national. Donc Orange a voulu tenter d'harmoniser les approches et la façon de travailler le sujet avec les propriétaires, mais on n'est pas sûr d'avoir le même écho et la même mobilisation chez tous nos propriétaires. On a un écho favorable chez les foncières. Après, chez les autres propriétaires, on ne sait pas trop comment les approcher. On ne sait pas non plus comment partager l'information, comment s'assurer du partage des responsabilités. Et puis, on a une première action à mener, là, dont a parlé M. Lerose, qui est la responsabilité de la déclaration d'un opéra. Là, c'est pareil, on ne sait pas trop avec ses propriétaires qui va porter la responsabilité de la déclaration d'un opéra. Il y a encore d'autres questions sur l'état du parc, qui est la possibilité de globaliser les résultats. Donc là, on ne sait pas trop comment on va pouvoir utiliser cette possibilité de globaliser les résultats et globaliser le parc. Et enfin, et ça rejoint tout à fait la présentation précédente, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir compter nos consommations sur les sites les moins importants. Sur les sites les plus importants, qui ont plus de 10 000 m², ils sont tous équipés d'un comptage spécifique qui a été évoqué précédemment. Donc vraiment, ce comptage, ça nous aide vraiment dans le pilotage énergétique du bâtiment. On a une remontée rapide des données de consommation, on sait identifier les postes les plus consommateurs, et donc on sait agir là-dessus. En revanche, pour les sites qui ont une taille inférieure à 2000 m², bon, on ne sait pas trop comment on va pouvoir agir et réagir à une dérive de consommation autrement que par la facturation, ce qui n'est pas très satisfaisant parce qu'on a des délais de facturation qui sont quand même très longs. Et donc, du coup, on attend vraiment de pouvoir avoir un comptage intelligent proposé par nos fournisseurs sur ces sites-là pour avoir une meilleure réactivité. Voilà, ça, c'est les exemples des questions qui se posent encore à nous par rapport à ce décret tertiaire. Alors, slide suivant. Par contre, en interne, on bénéficie quand même d'une forte mobilisation des acteurs sur ce sujet-là.
puisque le décret tertiaire en fait rejoint deux principaux objectifs de l'entreprise. Le premier, c'est le plan stratégique et le second, c'est un plan d'économie annuel. Donc, notre plan stratégique, qui s'appelle Engage 2025, prévoit une ambition de diminution de notre empreinte carbone de près de 30% d'ici à 2025 par rapport à 2015. Et on a une ambition encore plus forte, d'être net zéro carbone à horizon 2030. Donc du coup, c'est un immense défi qui ne se fait pas sans s'interroger sur les consommations énergétiques des bâtiments. Par ailleurs, un plan important d'économie a été lancé en début 2021, où là encore, des engagements ont été demandés sur la diminution des consommations énergétiques. C'est moins 15% sur l'année par rapport à 2019. Donc l'entreprise est mobilisée, toute l'entreprise est mobilisée autour de ce sujet, que ce soit les directions métiers, les responsables du système de management de l'environnement, les directeurs de site. Tout le monde est prêt à se lancer dans ce plan d'action d'économie d'énergie des bâtiments et prêt à communiquer aussi pour convaincre nos salariés de modifier les comportements et d'agir notamment sur la façon d'occuper les bâtiments tertiaires. Alors, slide suivant. Voilà, la direction a pris le sujet, la direction immobilière groupe a pris le sujet l'année dernière selon 4 axes. Voilà comment on a commencé à travailler. Dans un premier temps, on a travaillé sur l'identification du parc assujetti, là, comme j'en ai parlé précédemment, avec les quelques questions qui restent encore en suspens. Et on a travaillé ça avec les juristes. Donc, on est allé regarder les textes, etc. Et donc, petit à petit, on affine. Je vous dis maintenant, par exemple, sur le sud-ouest, on est entre 70 à 90 sites qui pourraient être concernés. Mais déjà, on a un premier socle de bâtiments dont on sait qu'il va falloir s'engager dans le décret tertiaire. Ensuite, pour les bâtiments dont nous sommes locataires, la direction immobilière a travaillé avec les juristes toujours et les principales foncières propriétaires qui elles-mêmes étaient déjà très mobilisées, très partie prenante pour nous accompagner sur le sujet. Et donc, il y a eu un travail d'un modèle d'annexe au bail qui répartit les rôles et responsabilités de chacun, d'Orange d'un côté, du propriétaire de l'autre, et qui pose les limites notamment en termes de travaux à réaliser, c'est-à-dire qui s'engage sur quoi d'un côté comme de l'autre. Pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Et du coup, on a préparé un courrier dans le même sens qui va être adressé à l'ensemble des propriétaires, leur proposer une rencontre et travailler sur ce sujet-là aussi pour bien répartir les rôles et responsabilités de chacun. Après, c'est un peu la totale inconnue pour savoir la façon dont ce courrier va être accueilli. Mais voilà, ce qui est identifié, c'est que c'est très important de pouvoir engager le dialogue avec le propriétaire pour convenir d'un plan d'action sur le bâtiment. Ensuite, on a développé un outil de suivi de la performance énergétique des bâtiments. Ils viennent d'être mis à disposition de presque toutes les parties prenantes, les directeurs de site, les responsables du système de management de l'environnement, la direction immobilière territoriale, mais aussi bientôt nos mainteneurs, etc. Et donc, cet outil permet, dans un premier temps, de visualiser les compteurs, les consommations, les ratios de consommation du site, de les comparer à d'autres bâtiments identiques. Puis après, on rentrera le plan d'action du bâtiment et on en suivra le déroulement à l'intérieur. Et puis, in fine, cerise sur le gâteau, l'outil, normalement, il va déverser les informations dans Opera. Donc, il fera la partie déclarative quand on aura vraiment le format du fichier attendu pour Opera. Et enfin, dernier socle, c'est l'équipe qu'on est en train de constituer pour chaque bâtiment qui va rédiger ce que vous avez appelé la feuille de route, le plan d'action du bâtiment, en s'appuyant notamment sur ce que nous avons appris de notre participation au concours cubain. Voilà, et là c'est le slide suivant. Donc effectivement, on peut citer le concours Cube comme un premier succès. Hein. Ça fait 5 ans qu'Orange participe au concours d'économie d'énergie et ça nous a permis de tester pas mal d'actions et de suivre leur efficacité. Et les actions, on l'a dit précédemment, elles peuvent être assez peu coûteuses et avec alors dans le cadre de Cube, c'est un principe du jeu entre guillemets, hein, c'est on cherche un retour sur investissement rapide hein, avec un maximum de 36 mois. Et il faut que l'action, on en voit l'efficacité quasiment immédiatement puisque le concours se déroule sur une année. Donc, il y a beaucoup de bâtiments qui sont passés dans le concours, ce qui nous permet aussi d'avoir une diversité d'expériences à travers ce concours et de voir ce qui est assez généralisable. Donc là, ce que j'ai mis un peu en vrac, c'est les actions assez généralisables qu'on constate comme efficaces pour l'ensemble des concours qui
ne nécessite pas énormément d'investissement. Bon, déjà, c'est s'assurer que nos équipements sont correctement régulés, c'est-à-dire qu'ils tournent lorsqu'on en a besoin et qu'ils s'arrêtent lorsqu'on n'en a plus besoin. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec le mainteneur. Et puis, bon, on a certains équipements qui sont déjà équipés d'une gestion technique de bâtiment. Hein. On a certains bâtiments qui ont déjà des GTB, donc on regarde cette partie-là, ou sinon qui sont sur horloge, donc on règle les horloges. Puis on regarde que ces bâtiments soient bien réglés au niveau des températures de consigne. Bon, ce qui signifie qu'il faut avoir au préalable défini des températures de consigne. Donc chez Orange, on a écrit une charte de confort thermique et elle rappelle à tous les occupants et à tous les directeurs de site, quelles sont les températures de bureau l'hiver et quelles sont les températures l'été. Voilà, donc l'hiver, on dit la charte de confort thermique, c'est 21 degrés, la température d'un thé, c'est 26. Donc, à partir de là, on engage une discussion entre le mainteneur, le directeur de site et les occupants pour pouvoir fournir ces températures-là aux occupants et s'il y a des sentiments d'inconfort, traiter les sentiments d'inconfort. Mais au moins, on a une base de discussion avec l'occupant pour dire, voilà, la cible, c'est ça, c'est 21, 26. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à la cible ? Après, il y a des petites mesures qui sont autour de, enfin des mesures, des travaux aussi, hein, qui sont autour de la déperdition de chaleur dans la distribution, donc tout ce qui est calorifugage, qui est efficace, et aussi du travail sur l'éclairage, voilà. Puis il y a une action qui est assez intéressante qu'on a menée sur les plus gros bâtiments, qui consiste à visiter le bâtiment de nuit pour identifier quelles sont les sources de consommation lorsqu'il y a inoccupation. Donc en fait, lorsqu'on a un talon de consommation d'un bâtiment qui est anormalement haut, hein, au-dessus de 20% de la consommation au jour, ça vaut le coup d'aller se déplacer sur le bâtiment la nuit avec le directeur de site et de regarder qu'est-ce qui fait que le bâtiment consomme pendant la nuit et est-ce que c'est justifié au regard des équipements qui sont actifs la nuit. Voilà. Excusez-moi, Madame Coudet. On va Oui. devoir faire rapide pour prendre la suite du programme. Je suis désolée. Ouais, excusez-moi, j'arrête alors. Je vais très rapidement à la conclusion, en fait. Voilà, la conclusion, c'est que bon, chez Orange, ça nécessite de mobiliser beaucoup de personnes, hein, mais en fait, le travail, au départ, il doit se faire, comme il a été dit, avec l'exploitant, avec les gens du site, et avec la partie immobilière aussi pour faire quelques travaux. Mais ce n'est pas l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet, c'est de se mettre tous ensemble autour de la table et d'aller pister les économies d'énergie qui peuvent être faites en fonction du bâtiment. Oui. Voilà. Très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage qui révèle bien l'importance de construire un plan stratégique collectivement. Vous avez créé des équipes pluricompétences. Et puis, j'ai noté aussi votre charte de confort thermique, qui est un outil intéressant et qui est assez collaboratif. Malgré tout, il reste aussi des questionnements qui sont légitimes sur la qualification du patrimoine, le sujet des déclaratifs sur la plateforme Opérate, et puis cette problématique de co-responsabilité entre propriétaires et locataires. Nous allons passer à la suite. Alors, tous ces questionnements, il y a beaucoup d'acteurs qui les ont. Donc, ces ateliers thématiques sont aussi là pour répondre à ces questionnements, pour trouver ensemble des stratégies pour avancer et puis in fine, venir décomplexifier ce dispositif et ces règles qui nous semblent compliquées aujourd'hui et ambitieuses. Donc, je veux bien la slide suivante. Donc, l'idée, comme je disais au démarrage, c'est de présenter, de vous proposer un parcours de progrès. Donc, soyez très attentifs parce qu'on va vous demander de participer à la suite des présentations des thématiques pour que vous puissiez venir enrichir justement ces thématiques ou venir voilà, apporter des remarques ou des critiques. Alors, la première étape, elle consiste à comprendre le dispositif, donc c'est-à-dire voir connaître, s'approprier tous les aspects réglementaires, c'est-à-dire venir maîtriser la réglementation. La réglementation dans son contexte, ses objectifs, les conditions de réduction de consommation énergétique, la plateforme Opérate et puis les méthodes. Une fois qu'on a maîtrisé ce cadre réglementaire, on vient en deuxième étape bâtir sa feuille de route et agir.
bâtir sa feuille de route, la question principale, c'est comment on bâtit un plan d'action. Orange nous l'a présenté avant, l'université aussi, c'est trouver une stratégie qu'on vient co-construire. Alors, à partir de cas pratiques, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous sollicite, vous, en tant qu'assujetti, en tant qu'acteur, à nous présenter des cas pratiques. Donc, ces ateliers sont à destination des assujettis. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des exploitants qui sont connectés, il y a des entreprises qui accompagnent, qui conseillent justement tous ces acteurs et qui ont des solutions très intéressantes à proposer. Donc moi, je les invite vraiment à travers leur maîtrise d'ouvrage ou en tout cas les acteurs qu'ils ont accompagnés, à venir enrichir ces ateliers et à venir apporter des cas concrets sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et sur lesquels on va pouvoir échanger tous ensemble pour créer de la valeur. Ensuite, en étape numéro 3, une fois qu'on a bien maîtrisé ces étapes et qu'on connaît parfaitement le décret, on sait comment agir, c'est vraiment de profiter des expériences concrètes qui ont réussi, qui arrivent à atteindre ces objectifs à 2030 et ainsi de suite. Et puis, venir mettre en application ce qu'on a appris. Et puis, voilà, on arrive vraiment à l'étape, à la fin du parcours. Et puis, c'est très intéressant aussi de venir, par exemple, faire la co-responsabilité bailleur-locataire et à venir vraiment s'inspirer de cas très pratiques et d'expériences réussies. On peut avancer. Donc, on va passer au détail des ateliers. Voilà, du coup, Christophe, je vais te donner la parole pour expliquer un petit peu comment on va faire. Oui, tout à fait. Comme Asiat l'a mentionné, c'est le moment d'être particulièrement attentif parce qu'on va commencer à vous mettre un peu à contribution. Mais on vous l'a dit, hein, la clé de l'efficacité de la démarche, c'est qu'on soit à votre écoute. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Donc, pour être à votre écoute, il faut vraiment avoir à l'esprit que nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir à l'esprit les thèmes que vous souhaitez aborder. Donc, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire aux ateliers et notamment via un appel à contribution. On vous remet le lien sur le PowerPoint qui vous sera diffusé, mais vous aurez aussi un petit mail de synthèse avec le lien. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci, vous aurez le petit lien. On vous encourage à répondre à cet appel à contribution. Ça permettra de vous inscrire aux ateliers auxquels vous avez envie de participer. Si vous n'avez pas envie de participer à tous, peut-être certains d'entre vous ont vraiment des attentes spécifiques sur un sujet, ne vous inscrivez qu'au sujet qui vous intéresse. Par contre, les appels à contribution ont aussi un intérêt majeur, c'est que ça va nous permettre de mieux comprendre les questions que vous avez. On en a beaucoup discuté avec Bordeaux Métropole. On souhaite avoir toutes vos questions le plus tôt possible pour vraiment vous apporter des réponses concrètes, ancrées dans des exemples, illustrés, etc., pour ne pas partir sur des questions-réponses qui partent dans tous les sens pendant des heures et qui ne sont pas forcément efficaces. Donc voilà, n'hésitez pas, assujettis ou offreurs de services, de solutions ou autres. Tout le monde peut faire des propositions, tout le monde est le bienvenu. Asiat a bien insisté sur le fait qu'on a vraiment envie d'avoir des témoignages et des partages d'assujettis, mais tout le monde, tous les acteurs sont les bienvenus dans ces ateliers. Et prenez le temps vraiment de vous inscrire aux ateliers en cliquant sur le lien qu'on vous redonnera à la fin du webinaire, mais aussi signalez-nous vos questions, vos difficultés, vous pourrez tout formuler dans le cadre de l'appel à contribution. Donc voilà, ça c'est essentiel. Alors ce parcours de progrès, en fait, aujourd'hui, on l'a imaginé avec 5 demi-journées de travail, mais peut-être que ça pourra prendre un format différent en fonction de vos attentes. Mais voilà en tout cas le squelette aujourd'hui, le socle de ce que nous avons imaginé. Vous l'avez compris, l'idée c'est d'y aller step by step. Donc le premier atelier qui va arriver très rapidement, vous aurez le calendrier à la fin du webinaire, ça va être vraiment la compréhension du dispositif. Le deuxième, ce sera sa compréhension et sa mise en pratique opérationnelle. Donc on ira vraiment beaucoup plus dans des difficultés très concrètes de gens qui ont tout compris, mais qui ont du mal à mettre en œuvre le dispositif parce que leur cas particulier ne colle pas ou ils n'ont pas forcément les réponses à leurs questions. Ensuite, on ira sur la construction du plan d'action. Voilà, on a déjà commencé à parler d'outils, on a parlé de charte de confort, de travail d'équipe. Enfin, voilà, on essaiera de bâtir tous ensemble un plan d'action en nous nourrissant aussi des meilleures pratiques de certains d'entre vous. Le financer, quatrième atelier. Et puis enfin, les retours d'expérience des premières réussites. Vous l'avez compris, il y en a certains qui ont déjà sur certains bâtiments, qui sont peut-être plus enclin à, mais on a certains qui ont réussi à déjà faire le seuil 2030. Donc, on viendra vraiment essayer de se nourrir des retours d'expérience et des premiers succès. Voilà le socle des ateliers qu'on va vous proposer, GT 1, 2, 3, 4 et 5, et les appels à contribution pour que vous puissiez nous communiquer vos questions, vos enjeux, mais aussi que vous puissiez nous signaler « j'ai fait quelque chose de super ».
j'ai envie de venir en parler, ou au contraire, je suis en difficulté sur un projet concret et j'ai envie de venir en parler et j'ai envie de venir résoudre ce sujet-là dans le cadre d'un atelier. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire dans le cadre de ces ateliers tertiaires. Alors, on va vous proposer un petit moment d'échange. Ça va être un peu innovant parce qu'on est une centaine de personnes connectées. On a ouvert un klaxoon où vous allez avoir la possibilité, là tout de suite en live, maintenant tout de suite, de nous partager déjà vos premières idées un peu à chaud. Hein. Vous l'avez compris, il y aura l'appel à contribution, lui qui sera un peu plus à froid, on va dire. Mais là tout de suite, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc ce qu'on va vous proposer, si ça vous convient, donc c'est le moment où il fallait du coup être concentré, j'espère que tout le monde est mobilisé. C'est on vous a fait la présentation un petit peu des différents ateliers et là on vous propose d'aller sur un klaxon. Alors comment ça fonctionne? Là vous pouvez ouvrir une nouvelle page internet et dans cette page internet vous recherchez klaxon, K-L-A-X-O-O-N. Et ensuite vous avez le code qui est affiché, qui est juste sous vos yeux que j'affiche, qui est 29Q6HQX. Voilà, donc on vous laisse taper ça et ça va nous permettre, là c'est une dizaine de minutes, que vous nous partagiez un petit peu à chaud vos premières remarques, vos premières attentes, vos premiers commentaires. Et ça viendra commencer un petit peu à nourrir nos réflexions. Là, normalement, vous voyez toujours mon PowerPoint. Asiat, on voit toujours le PowerPoint? Bien sûr, on voit toujours le PowerPoint. Du coup, tu peux basculer sur Klaxoon. Je vais rappeler la règle. Alors, vous pouvez venir aussi flasher le QR code pour arriver directement sur l'application ou aller sur une page Internet, effectivement, comme Christophe le disait, taper l'adresse klaxoon.com et puis entrer le code 29Q6HQX. Donc, voilà, donc là, il y a une quarantaine de personnes connectées. Et en fait, quand vous êtes sur Klaxoon, après, vous avez un gros plus où vous allez pouvoir cliquer sur le gros plus qui est tout en bas et vous allez pouvoir créer des post-it et vous pouvez les mettre où vous voulez. Donc là, en gros, l'idée, c'est que vous commenciez, c'est une première démarche un petit peu brute de fonderie. Là, vous êtes 50 connectés à nous dire, voilà, moi, il y a ce thème-là qui m'intéresse. Moi, il y a ce thème-là dont vous n'avez pas du tout parlé, qui me paraît tout à fait essentiel et c'est un énorme manque. Et donc, vous allez pouvoir partager avec nous vos attentes, vos enjeux, vos envies. N'hésitez pas. Là, vous êtes une cinquantaine de connectés. Encore une fois, il nous reste 5-10 minutes. Donc, profitez-en. Christophe, je te propose de partager l'écran Klaxoon et je reprendrai la présentation si tu veux. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran Klaxoon? Asiat, on voit bien mon écran ou pas? Oui, on le voit bien et je vois des post-it apparaître. Voilà, donc là, certains d'entre vous ont commencé. Donc là, voilà. Donc soit, merci à vous, hein, il y en a certains d'entre vous qui, entre guillemets, réaffirment effectivement que c'est pas idiot cette histoire de regarder le volet subvention. Ça peut être, c'est anonyme, hein, donc mettez ce que vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment mettre en relief un thème qui vous paraît super important et où vous vous dites ce serait quand même dommage que dans tous ces ateliers, on n'ait pas au moins une heure dédiée à ça parce que c'est un vrai sujet. Donc, il y a le thème de la compréhension. Oui, alors, c'est un parti pris, je l'assume. Vous pouvez tout casser si vous voulez. Tout est ouvert. Donc, je vois qu'il y en a certains qui font bouger les fenêtres. Mais c'est une démocratie. Donc, vous faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous approprier le klaxon et à mettre toutes vos idées. Alors, il y a le sujet d'Opérat, de la plateforme, que certains d'entre vous ont tout à fait raison de souligner. M'aider à confirmer que mes bâtiments sont assujettis ou pas, la relation bailleur-preneur, comptage divisionnaire, voilà, il n'y a que des bonnes idées qui remontent. Hein. N'hésitez pas à les mettre en relief. Voilà, c'est un petit moment de partage. Et en fait, ce klaxon, on va le laisser ouvert toute la journée. Donc, si vous n'avez pas eu le temps, là, pendant les 10 minutes qu'on s'est donné, de mettre vos thèmes, eh bien, vous pourrez les rajouter par la suite. Hein, voilà. Mais là, c'est vraiment un atelier post-it, sachant que pensez à bien répondre à l'appel à contribution, puisqu'au travers de l'appel à contribution, vous pourrez signaler votre intérêt pour les ateliers. Et du coup, on vous invitera. Et puis, si vous avez d'autres questions à formuler, n'hésitez pas. Enfin, peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on voit bien mon écran, mais en tout cas, il y a à peu près 70 personnes connectées sur le klaxon. Donc moi, je partage mon écran pour ceux qui préfèrent. Mais on voit les différents thèmes qui s'affichent au fur et à mesure. Boîte à idées, générale, retour d'expérience, mesure des comportements. OK, pas mal, l'idée de la boîte à idées, ouais. Envisagez-vous des contrôles, etc. OK. Ok, les thèmes sont très variés, c'est vraiment super. Hein. Merci à vous pour toutes ces bonnes idées.
Donc là, vous l'avez compris, hein, on essaie de diviser les idées par 4 catégories. Comprendre le dispositif, on est vraiment dans l'apprentissage du dispositif. La mise en application concrète, on a compris le dispositif, mais quand on commence à vouloir le mettre en œuvre vraiment de façon très concrète, il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et puis ensuite, la feuille de route, hein, c'est le moment où on se dit, bon, maintenant, j'ai compris le dispositif, je sais le mettre en nous, mais il faut que j'aille faire 40% d'économie d'énergie. Donc voilà, comment je m'organise pour faire cette feuille de route. Et puis enfin, en bas à droite, vous avez d'autres thèmes où vous vous dites peut-être, c'est quand même dommage de ne pas discuter de il faut discuter de ce thème-là. Et là, vous allez pouvoir le faire remonter au travers du petit atelier post-it. Voilà, donc là, on voit plein de bonnes idées qui sont en train de remonter. Là, je les lis en temps réel. On va prendre le temps de les analyser, évidemment. Donc, il y a le retour d'expérience qui revient, le partage, l'échange. Hein, donc ça, évidemment. Du coup, j'en profite pour le signaler. Assiette l'a déjà dit, mais je n'ai pas d'état d'âme à le répéter. Quand vous ferez votre appel à contribution, si vous avez des exemples concrets, si les assujettis que vous êtes ont des exemples concrets de solutions ou de difficultés rencontrées sur des vrais projets dans la vraie vie, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous, on vous contactera et peut-être qu'on vous fera la proposition carrément d'avoir des interventions autour de vos études de cas dans le cadre des ateliers. Ça, je le mentionne. Là, ce n'est pas le moment dans l'atelier post-it de le signaler, mais dans les appels à contribution, vous pourrez nous tirer la manche et dire, moi, sur mon bâtiment, là, je me heurte à une contrainte et je ne sais pas comment faire. Voilà, donc peut-être qu'on profitera du coup des ateliers pour venir un peu résoudre tout ça. Bon, alors, sachez qu'on vous mettra le lien aussi de l'appel à contribution à la fin de la présentation. J'hésiterai pas à le remettre dans le mail de retour des documents, des supports de présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous ne le trouvez pas. Si vous souhaitez ajouter d'autres thématiques auxquelles vous n'avez pas pensé tout de suite, renvoyez-moi aussi un message. Il n'y a aucun souci. Alors, je constate qu'il y a quelqu'un qui a mis prise en main de la plateforme Opéra en majuscule avec une police un peu grande. Donc, j'en déduis que c'est un sujet important. Mais tous les sujets vont être analysés, hein, donc n'hésitez pas. Merci à vous, parce qu'il y en a en plus qui me donnent un coup de main pour organiser le klaxon, donc c'est très sympathique. Comme c'est totalement anonyme, je remercie les anonymes qui nous aident dans la gestion d'ores et déjà. On est dans la co-construction. On est 72, c'est très bien. Vous avez été très attentifs. Oui, puis en plus, je vois plein de bonnes idées. Donc, en plus de ça, on a vraiment du super qualitatif. Très bien, très bien. Alors, le klaxon reste ouvert. Un grand merci à vous, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de choses clés. L'appel à contribution qui vous permettra de manifester votre intérêt pour les ateliers. Et puis surtout, signalez-nous si vous avez des études de cas, des vrais projets dans la vraie vie avec des vraies personnes. Vous nous le signalez et on aura vraiment, avec grand plaisir, on envisagera des interventions pour que voilà, ce soit plus concret que des discussions un petit peu générales. Assiette, est-ce qu'éventuellement je te laisse reprendre la main pour les derniers slides oui. Bien sûr, il faut que tu me redonnes le partage d'écran. Je veux bien. D'accord, donc c'est un test pour voir si je sais le faire. Alors, arrêtez le partage d'écran. Je crois que j'ai réussi. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, parfait. Super. Alors, je le mets en plein écran. Très bien. Donc, du coup, suite à cet atelier participatif, nous voulions vous donner quelques notions aussi de calendrier. Donc, on est au webinaire aujourd'hui le 29 mars. On vous a proposé voilà, les grands principes, rappel des enjeux, actualité du décret, des témoignages qui ont mis en lumière l'importance de certains suivis, notamment le suivi, l'importance de la mesure, du comptage, des outils de comptage, l'importance d'activer plusieurs leviers d'économie d'énergie, et puis il reste beaucoup de questionnements. Donc tous ces questionnements, nous allons essayer de les résoudre, en tout cas trouver le moyen de les résoudre ou faire remonter les choses. Tout à l'heure, je disais au législateur, il est important qu'on puisse communiquer avec le législateur. Donc plus on sera présent à ces ateliers en termes de force locale ici, et plus on pourra faire remonter de choses au législateur et plus ça agira en notre faveur. Donc, directement, dans le mois qui suit, nous vous proposons le 28 avril matin
de démarrer par le premier groupe de travail, qui est de comprendre le dispositif. Donc là, on part vraiment de l'état initial de la source et comprendre le cadre réglementaire, comme l'a expliqué tout à l'heure Christophe. Et ainsi de suite, on passera au GT suivant progressivement jusqu'à aller à la rentrée 2021, où j'espère nous aboutirons à un résultat intéressant avec de la matière pour avancer de façon facile et pédagogique sur ce dispositif. Donc, je vais conclure cette réunion puisque je vous remercie déjà tous pour votre participation et des informations intéressantes qui ont été données. Je remercie notre partenaire de l'IFPEB, je remercie Christophe, je remercie Marc Leroux du ministère de la Transition écologique, je remercie Camille Alquier de l'Université de Bordeaux et Thierry Descades, je remercie Orange avec Madame Couder qui est intervenue. Je vous remercie tous les participants de cette réunion d'avoir été attentifs et d'avoir apporté vos pierres à l'édifice avec l'atelier participatif. Vous avez la possibilité de contribuer à l'appel à contribution donc, qui est mis en ligne. Vous pouvez prendre l'adresse sur cette présentation que je vous enverrai après ou me contacter, il n'y a aucun souci. Je vous donne rendez-vous au prochain atelier le 28 avril à 9h30. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons lancé ces ateliers, nous avons posé les bases au sujet de cette information, de le rappel du dispositif et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors ça va être juste une ou deux réponses à des questions qui ont été posées, mais de façon extrêmement synthétique. Déjà, merci à Bordeaux Métropole pour l'organisation de ce webinaire qui n'est que la première pierre d'un grand édifice qu'on va, avec grande humilité et beaucoup de plaisir, partager avec vous ces prochaines semaines, ces prochains mois. Certains d'entre vous me demandaient comment puis-je contribuer, participer. C'est l'appel à contribution. Vraiment, la clé de voûte, ce sera l'appel à contribution. Vous aurez le lien, vous cliquez dessus, vous remplissez, vous mettez toutes les questions que vous avez pas pu mettre dans le klaxon, et puis vous nous signalez les ateliers auxquels vous voulez participer. Il y a la question qui a été posée de est-ce qu'on aura accès au klaxon? Oui, on va vous remettre le lien dans le PowerPoint. Le klaxon reste ouvert. S'il le faut, on le reste ouvert toute la semaine. Enfin voilà, vous pourrez venir recoller des post-it. Dans le klaxon, l'idée, c'est plutôt de signaler les thèmes que vous souhaiteriez aborder. Et voilà pour les quelques petites questions, voilà, mais auxquelles j'apporte des réponses. Et puis les autres, un peu plus complexes, on y répondra notamment au travers des ateliers. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter, Asiat. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.